C'est un accord historique. Voilà ce que l'on a pu lire ou entendre dans beaucoup de médias à la fin de la COP28 à Dubaï, reprenant ainsi les mots de son président, le sultan Al-Jaber. It is an enhanced, balanced, but make no mistake, historic package to accelerate climate action. Pourtant, comme souvent, la réalité est plus complexe. Il y a bien quelque chose d'inédit, puisque c'est la toute première fois en 30 ans que le texte final d'une conférence internationale sur le climat appelle à une transition hors des énergies fossiles. Et c'est un signal très fort. Mais l'accord ne parle pas de sortie des énergies fossiles. Le fameux phase-out demandé en vain par les activistes et une centaine d'États jusqu'aux dernières heures des négociations. These negotiations must declare the end of the fossil fuel era. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, l'a redit. La sortie des énergies fossiles est inévitable. Selon l'avis de nombreuses ONG et scientifiques, l'accord est encourageant, mais reste bien en dessous de ce qu'il faudrait pour préserver l'habitabilité de notre planète. En clair, il a de nombreuses limites, notamment le manque de moyens accordés aux pays les plus vulnérables pour faire face aux effets du dérèglement climatique et opérer leur transition, mais aussi des paris technologiques risqués comme la captation carbone. Rappelons ici que des millions de vies et l'existence même de certains pays sont en jeu. How can you not understand? It is our very survival that is at stake. Pour beaucoup, ce manque d'ambition n'est pas une surprise. De plus en plus d'observateurs sont sceptiques sur le processus des COP. En témoigne l'organisation d'une COP alternative à Bordeaux par des scientifiques en rébellion. On n'a pas encore assez compris que ces COP à elles seules, elles ne peuvent absolument pas régler le problème, en tout cas pas le régler d'une manière qui soit juste et acceptable pour les générations futures. Donc, et une fois que ça c'est compris, il faut aller un petit peu plus loin, c'est comment on peut organiser des modes d'action, comment on peut organiser la société différemment pour pouvoir justement faire ce qui doit être fait pour que l'avenir soit vivable, soutenable, juste et envisageable de façon joyeuse pour toute l'humanité. Une COP n'a pas de pouvoir sur les États souverains. L'accord de Dubaï reste non contraignant et repose sur leur bonne volonté. Je vous propose donc de revenir ici sur tout ce qui s'est joué pendant cette COP28 aux nombreux rebondissements. Va-t-elle vraiment marquer l'histoire ? A-t-on encore une chance de limiter les pires effets du dérèglement climatique ? Et comment imaginer la suite ? Réponse tout de suite dans cette émission Écologie pour Blast. En 2023, les changements climatiques ont été encore une fois plus perturbateurs et plus meurtriers. Des records de température ont été observés, tandis que des tempêtes, des inondations, des vagues de chaleur et des incendies de forêt ont causé des ravages. Voilà ce que déclarait Inger Anderson, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement, juste avant l'ouverture de la COP28. C'est dans ce contexte que les négociations climatiques ont eu lieu, celui d'une accélération toujours plus forte des effets du changement climatique. Ainsi, on apprenait au même moment que l'année 2023 sera la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire et que la pollution de l'air liée à l'utilisation des énergies fossiles est à l'origine de plus de 5 millions de décès par an dans le monde. Malgré toutes ces conséquences, les émissions mondiales de CO2 continuent d'augmenter et l'action des États reste largement insuffisante. Un rapport de l'ONU, publié juste avant la COP28, montrait que les engagements actuels des pays, s'ils sont respectés, permettraient une baisse de seulement 2% des émissions mondiales entre 2019 et 2030, au lieu des 43% préconisés pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Tout ceci nous mène donc à un réchauffement allant de 2,5 à 2,9 degrés d'ici à la fin du siècle, ce qui aurait des conséquences dévastatrices. C'est pas un jeu, c'est-à-dire aller vers 3 degrés, ce sont des régions de la planète qui sont invivables. Des régions où on ne pourra pas travailler dehors. Normalement, c'est déjà arrivé, disons, ou avoir une activité sportive. C'est déjà arrivé en Iran pendant une semaine. Le gouvernement iranien n'a eu d'autre solution que de demander à ses ressortissants de rester chez eux. Il faisait entre 50 et 55 degrés. Pour ne donner qu'un exemple concret, alors que nous vivons dans un monde réchauffé de près de 1,2 degré, 60 millions de personnes sont déjà exposées à des chaleurs potentiellement mortelles. Pour chaque fraction de degré supplémentaire, chaque 0,1 au-dessus des niveaux actuels, ce sont 140 millions de personnes supplémentaires qui seront exposées à une chaleur dangereuse. Dans un scénario à plus 2,7 degrés, 2,1 milliards de personnes seront confrontées à des températures extrêmes. Ça, c'est pour le contexte. Make this COP count. Make this COP a game changer. Make this COP the renewal hope in the future of humankind. Thank you.
La première chose que l'on peut dire de cette COP28, c'est qu'elle n'a pas manqué de rebondissements et de scandales. Pour commencer, elle était organisée aux Émirats arabes unis, 7e producteur mondial de pétrole. Il y avait quelque chose de terriblement paradoxal à organiser une conférence climatique à Dubaï, symbole de la démesure avec ses pistes de ski en intérieur, ses centres commerciaux climatisés, ses gratte-ciels gigantesques. Sans compter que la liberté des associations n'a jamais été aussi restreinte durant une COP. La société civile n'avait que très peu de place ou de possibilités d'organiser des actions, et donc de jouer son rôle de contre-pouvoir comme elle le fait habituellement. La présidence de la COP28 a elle aussi été pointée du doigt avant même le début des négociations, le sultan Al-Jaber étant aussi ministre de l'Industrie et PDG d'ADNOC, la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis. Le mélange des genres à son comble. D'après une enquête de la BBC, il aurait même profité de son poste pour tenter de conclure des nouveaux contrats fossiles durant les discussions de la COP28. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Et pourtant, dès l'ouverture de la COP, le sultan Al-Jaber déclarait solennellement que les 1,5 degrés étaient son étoile polaire. Or, selon le dernier rapport du PNUE, la probabilité de limiter le réchauffement à 1,5 degré est de seulement 14% dans le scénario le plus optimiste. Notons ici que selon le GIEC, un futur compatible avec un scénario de réchauffement à plus 1,5 degré ne permet aucun développement de nouveaux projets fossiles, puisque les émissions de CO2 prévues pour les infrastructures fossiles existantes dépassent déjà le budget carbone restant. Et c'est là que l'on entre dans le cœur du problème. Si l'on reste optimiste, on peut noter que c'est la première fois qu'une COP s'empare du tabou des énergies fossiles, responsable à 90% du réchauffement climatique mondial. Je vous le racontais dans cette vidéo, dans la décision finale de la COP27, seul un abandon progressif du charbon était mentionné et une suppression progressive des subventions inefficaces pour les combustibles fossiles. Cette année, il y avait un réel espoir que la sortie des énergies fossiles apparaisse dans le rapport final. C'est notamment ce qui figurait dans le tout premier brouillon de l'accord. Mais l'espoir n'a été que de courte durée. Le 8 décembre, une lettre du chef de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, demandait en urgence à ses 23 pays membres ou associés de rejeter proactivement tout accord ciblant les énergies fossiles. Quelques jours plus tôt, la coalition d'ONG Kick Big Polluters Out révélait que 2456 lobbyistes des énergies fossiles avaient été accrédités à Dubaï. Un record dans l'histoire des COP. Ils étaient 4 fois plus nombreux qu'à la COP27. Le gouvernement français est même allé jusqu'à accréditer Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, dans sa délégation officielle. Pour Valérie Masson-Delmotte, cette présence massive des intérêts fossiles montre aussi à quel point ils se sentent menacés. Il y a une montée en puissance de la participation d'acteurs des énergies fossiles dans les COP. C'est très net. C'est net au niveau de la présidence, du pays hôte, mais aussi des personnes dans les différentes délégations. Entreprises pour l'environnement en France est représentée dans les COP par Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy. Qui était là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans le dur. Ils ont d'ailleurs tout fait pour que les énergies fossiles ne soient pas mentionnées dans l'accord final et pour avoir le texte le moins ambitieux possible. Gagner du temps, en somme. Un maximum d'années possibles pour continuer à développer leurs économies pour les pays pétroliers et continuer à faire du profit pour les entreprises fossiles. Pour info, ces entreprises ont gagné 3 milliards de dollars par jour sur les 50 dernières années. Mais la High Ambition Coalition, qui avait réuni une coalition de pays autour de la sortie des énergies fossiles l'année dernière, s'est battue jusqu'aux dernières heures des négociations pour obtenir cette fameuse sortie juste et coordonnée des énergies fossiles, comme le raconte Mathieu Gohard dans Le Monde. Au final, selon les comptes de l'Union européenne, environ 130 pays sur 195 étaient pour. Parmi les pays contre figuraient les pays pétroliers, évidemment, mais aussi des pays en développement, très peu responsables du changement climatique, qui ne sont pas prêts à prendre le risque de sortir des énergies fossiles à court terme et encore moins sans soutien financier de la part des pays les plus riches. Tout ceci a obligé le sultan Al-Jaber à trouver un compromis. And we have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. La formulation définitive dans l'accord appelle donc à une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques pour atteindre la neutralité carbone en 2050. It has the potential to be the beginning of a new era, the post-fossil era. Si beaucoup s'en sont réjouis, cette formulation sur les fossiles est beaucoup moins contraignante que celle qui était attendue de phase out, c'est-à-dire sortie des énergies fossiles, ou encore phase down, réduction de la production
et la consommation de fossiles. L'idée est simplement ici d'engager une transition, ce qui peut être interprété de manières différentes. Est-ce qu'un État qui réduirait un peu sa production de fossiles en 2040 serait considéré comme en transition ? Pour le moment, le concept de transition n'est d'ailleurs pas vraiment un succès au niveau mondial, puisque les énergies renouvelables s'additionnent aux fossiles qui ne baissent pas, tout comme les émissions de gaz à effet de serre. Sans trajectoire annoncée et simplement une date, 2050, la formulation actuelle ouvre la voie à la possibilité d'opérer une transition le plus tard possible. Il ne suffit pas d'avoir le mot énergie fossile. Il faut savoir comment ça apparaît. Ce n'est pas parce que ça apparaît. D'ailleurs, la façon dont ça apparaît aujourd'hui ne changera rien du tout aux plans qui sont prévus pour les énergies fossiles. Ça ne changera strictement rien. Sur les énergies fossiles, le point juste après nous dit que pendant cette phase de transition, comme si on avait le temps, eh bien, on va pouvoir utiliser des énergies de transition. Le gaz, qui est pourtant une énergie fossile, est mentionné dans le texte comme une énergie de transition, ce qui reprend mot pour mot les éléments de communication ou greenwashing de la compagnie pétrolière émirati ADNOC ou encore ceux de Shell, comme l'a souligné l'avocat Seb Duick. L'entreprise Total Energy a d'ailleurs salué un accord qui conforte sa stratégie, notamment dans le gaz. Et ce n'est pas la seule. En réaction à ces lignes de l'accord sur les énergies fossiles, Mitzi Jonel Tan, militante philippine du mouvement Fridays for Future, a évoqué un coup de poignard dans le dos, alors même qu'un accord historique avait été promis. Elle ajoute « C'est comme si nous étions en train de signer notre propre certificat de décès ». Luisa Neubauer, célèbre activiste allemande, a quant à elle écrit sur X. La COP a montré que les bénéfices des compagnies pétrolières ont jusqu'à présent été mieux protégés que les intérêts des régions et des sociétés les plus touchées du monde. Et c'est le principal problème avec ce texte. Il n'y a toujours pas de plan qui indique comment, quand et par qui la sortie du charbon, du pétrole et du gaz devrait être mise en œuvre. Un plan qui indique à quoi cela pourrait ressembler à l'échelle mondiale. Or, si l'on n'organise pas la sortie des énergies fossiles de façon coordonnée aujourd'hui, quand peut-on l'espérer ? À la COP29 en Azerbaïdjan ? Selon l'Agence internationale de l'énergie, la production d'énergie fossile doit baisser de 95% d'ici à 2050 pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Un objectif qui paraît pour l'instant totalement inatteignable, alors que la survie de la plupart des États insulaires, rongés par la montée des eaux, en dépend. Hearing no objection, it is so decided. Venons-en aux détails du texte final si longuement applaudi. Adopté mercredi 13 décembre au matin, il passe en revue les 8 années d'action climatique qui nous séparent de l'accord de Paris et formule des recommandations qui devraient désormais guider les politiques climatiques au niveau national. Mais ici aussi, chaque détail compte. Et le principal reproche que l'on peut faire à ce texte, c'est qu'il laisse libre cours à beaucoup d'interprétations. Pour le journaliste Michael Correa, il est truffé d'éléments de langage dictés par les lobbyistes du pétrole. Pour commencer, il invite les États, chacun à leur manière, à faire des efforts. Or, le terme « call zone » en anglais est très faible dans le jargon des COP, comme le souligne Bonpote dans son article. Cela veut dire que les États ne sont obligés de rien. Chacun peut contribuer comme il le souhaitera. Arnaud Gossement, avocat en droit de l'environnement, l'explique. Il n'est pas question d'objectifs communs et d'engagements précis, et donc contraignants des États pour les réaliser. Or, le ton est important, puisqu'il peut peser sur les nouveaux engagements des États qui doivent être présentés en 2025. Le texte actuel précise d'ailleurs que les politiques en place nous mettent aujourd'hui sur la voie de 2,1 à 2,8 degrés. Mais il y a aussi quelques victoires. Le texte invite les États à tripler les capacités de production d'énergie renouvelable d'ici 2030 et à doubler l'efficacité énergétique. 123 États s'y sont déjà engagés. Et ce sont des conditions essentielles pour aller progressivement vers la sortie des énergies fossiles. Ce qui va se passer, c'est que le prochain bilan va être comme le précédent bilan. Les émissions mondiales vont continuer à augmenter parce que tant qu'on n'aura pas mis en place de véritables mesures pour réduire la demande, et donc il n'y a pas de sobriété. Par exemple, dans l'appel, il y a triplement des renouvelables, doublement de l'efficacité, il n'y a pas un seul mot sur la sobriété. Pour la première fois, le nucléaire est mentionné dans un texte de COP. 23 pays, dont la France, se sont engagés à tripler leur capacité nucléaire d'ici à 2050. Pour ce qui est du charbon, pas de grands changements depuis la COP27. Il est toujours question d'accélérer les efforts pour en sortir. Ce qui n'a pas vraiment d'effet pour le moment, puisque la consommation mondiale de charbon devrait atteindre un nouveau record en 2023. Enfin, et c'est une des informations les plus alarmantes, les technologies de capture et de stockage de carbone sont les grandes gagnantes de cette COP. Cette technologie consiste à piéger à la source les émissions de CO2 et à les stocker dans le sol. Ce qui servira surtout à extraire les dernières gouttes de pétrole, comme le souligne Arnaud Gossement.
En effet, les industries fossiles qui investissent des centaines de millions pour développer cette technologie y voient surtout un permis pour continuer à polluer. Selon le réseau Action Climat, ce sont des technologies non matures, coûteuses et potentiellement dangereuses à long terme. Une semaine avant l'ouverture de la COP28, Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie, avait déclaré « Poursuivre l'exploitation du pétrole et du gaz comme si de rien n'était, tout en espérant qu'un vaste déploiement de la capture du carbone permettra de réduire les émissions, relève du fantasme ». Le climatologue Jean Jouzel, qui a passé 8 jours au sein de la délégation française à la COP28, résume ainsi ce que l'on peut retenir de l'accord de Dubaï. Ce texte est une sorte d'auberge espagnole. Chacun peut y voir ce qu'il veut, c'est un problème. On ne pourra en juger la portée réelle que plus tard, d'ici à 2025. L'année dernière, durant toute la COP27, les activistes et plusieurs chefs d'État des pays du Sud avaient appelé à ce qu'un fonds soit créé pour réparer les conséquences déjà subies du réchauffement climatique dans de nombreux pays. Aujourd'hui, les pays qui sont les moins responsables de la catastrophe sont pourtant les principales victimes des emballements climatiques. Des événements qui tuent, causent des pertes économiques, aggravent leurs dettes et paralysent leur développement. At the end of the day, we are not feeling the worst impacts of the climate crisis in these negotiating rooms with AC. This is not the real world. The real world is out there. The real world is suffering from drought. The real world is suffering from flooding. And we need money to be given to the communities that need it most. Après 30 ans de lutte, le Fonds des pertes et dommages a enfin été créé dès le premier jour de la COP28. Mais la joie a été de courte durée, puisque les promesses de dons sont pour le moment bien trop faibles au regard des besoins des pays vulnérables pour faire face aux impacts les plus sévères du changement climatique. Au 9 décembre, l'ensemble des pays aurait promis environ 700 millions d'euros, un montant dérisoire face au coût économique estimé entre 290 et 580 milliards de dollars d'ici à 2030. Ce qui est mis sur la table, 400 millions de dollars, c'est le salaire des 3 footballeurs les mieux payés au monde. Vous voyez le décalage. De façon générale, les plus gros pollueurs historiques ne mettent toujours pas assez d'argent sur la table pour la justice climatique. Or, les pays en développement ne peuvent pas sortir des énergies fossiles ou passer aux énergies renouvelables sans soutien financier. Les gouvernements ont aussi manqué à l'appel sur la question de l'adaptation aux effets du changement climatique. Alors que selon l'ONU, les 55 économies les plus vulnérables du point de vue climatique ont déjà subi des dommages à hauteur de plus de 500 milliards de dollars au cours des 2 dernières années, l'accord de Dubaï prévoit seulement de doubler les financements d'ici à 2025, les faisant passer de 20 à 40 milliards de dollars par an. Une fois que l'on a fait le tour, sans rentrer dans tous les détails, sinon ma vidéo aurait duré 3 heures, on peut se poser à nouveau cette éternelle question. À quoi servent les COP ? Car la réponse que l'on entend souvent, c'est rien. C'est incorrect de dire que les COP ne servent à rien. C'est un moment de coordination, de dialogue. Vous allez l'entendre pourtant. Mais là, on peut voir qu'on a déjà évité, notamment protocole de Kyoto et depuis l'accord de Paris, les émissions de plusieurs milliards de tonnes de CO2. On était sur une hausse des émissions. Maintenant, on est plutôt sur le début d'une légère baisse et il faut accentuer cet effort-là. On a rendu moins plausible des trajectoires de réchauffement de 3 degrés ou davantage. Depuis les années 2010, les promesses de réduction des émissions de CO2 emmenaient le monde vers un réchauffement de plus 4 degrés. Alors qu'aujourd'hui, les experts misent plutôt sur plus 3 degrés. Le climatologue Jean Jouzel, interrogé par Libération, le dit. Les COP n'ont donc pas été complètement inutiles. Les émissions augmentent moins vite que s'il n'y avait pas eu de mesures. Ce serait donc un peu moins pire grâce aux COP. Mais en réalité, les raisons sont nombreuses. Enfin, vous l'aurez compris, il est utopiste d'en attendre des avancées révolutionnaires. On ne peut pas espérer de miracles de la part de près de 200 pays qui doivent se mettre d'accord. Les COP sont en réalité des chambres d'enregistrement de ce qu'il se passe dans le monde. Elles permettent de saisir à un instant T ce qui se joue dans les relations internationales à propos du climat. Et cette COP28 est parfaitement à l'image de tous les blocages actuels à une action d'ampleur face à l'urgence climatique. Les intérêts divergents des pays, le poids des lobbies dans les décisions politiques et la montée en puissance des discours techno-solutionnistes. Cette idée que l'on peut faire face aux problèmes climatiques sans rien vraiment changer. I think the UNFCCC process is broken. I think we saw so many lobbyists here, and obviously, while we are upset at the results, there's people here who are celebrating. Somebody here has had a successful COP, and that's the 2,000 lobbyists. And you know, we're giving crumbs to celebrate, but it's like asking us to celebrate flowers that will lie on our graves. Ensuite, si tant d'attention est portée aux formulations, c'est parce que plus le texte final est fort,
plus il permet non seulement une coordination diplomatique, mais aussi aux populations des pays de demander des comptes à leur gouvernement sur la base de l'accord de la COP. L'accord de Paris a par exemple marqué un tournant, que ce soit pour les actions en justice engagées contre les États ou contre les entreprises. Car les objectifs de réduction des émissions de la plupart des États sont basés sur cet accord. Il fixe donc une ligne qu'il est possible de questionner lorsqu'elle n'est pas respectée. C'est en s'appuyant sur l'accord de Paris que l'État français a été condamné 2 fois pour inaction climatique, avec l'affaire du siècle notamment. On va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. En décembre 2018, on a été 2,3 millions de personnes à attaquer l'État en justice avec l'affaire du siècle. Le gouvernement a donc été obligé de rendre des comptes sur sa politique climatique, même si, pour le moment, cela n'a pas eu beaucoup de conséquences. Pour conclure, il est impossible de savoir pour le moment l'influence que l'accord de Dubaï aura sur la politique des États. Malgré tous ces écueils, de nombreuses ONG et observateurs considèrent qu'il constitue tout de même une avancée. Comme d'autres avant lui, il pourrait être utilisé comme un levier par la société civile ou d'autres acteurs pour créer un rapport de force et pousser les États et les entreprises à redoubler leurs efforts. Mais là encore, tout dépendra de son interprétation. Il est aussi important de préciser que la lutte contre le dérèglement climatique ne se joue pas simplement au niveau international, mais aussi au niveau national et local. Comme je le disais à la fin de mes vidéos sur la COP26 et la COP27, il semblerait que l'une des seules marges de manœuvre qu'il reste soit la mobilisation de la société civile. Comme l'écrit l'activiste Louisa Neubauer, la prévention des pires catastrophes climatiques reposera principalement entre les mains de ceux qui, localement et mondialement, résistent aux nouveaux projets de charbon, de pétrole et de gaz à tous les niveaux et luttent pour une justice climatique partout. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre les enjeux de cette COP28. Pour aller plus loin, vous pouvez voir mes précédentes vidéos sur les COP, qui reviennent aussi sur leurs origines, ou encore cet entretien avec Christophe Bonneuil sur les stratégies des industries fossiles pour retarder l'action climatique, ou encore celui-ci avec Ami Dahan sur les enjeux de la diplomatie climatique. Je vous mets comme toujours tous ces liens et d'autres pour creuser le sujet en description. Je vous le rappelle, Blast est un média indépendant qui ne vit que grâce aux dons et aux abonnements. Alors si vous le pouvez, soutenez-nous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.